C'était donc ce week-end les journées du patrimoine et celles du matrimoine en parallèle, avec pour objectif de mettre en lumière des femmes aussi douées que leurs contemporains, mais qui ont été effacées de la mémoire collective. Apolline Vrancken, bonsoir. Vous êtes l'une des organisatrices de ces journées du matrimoine en Belgique. Merci d'être avec nous depuis Bruxelles. Aurore Evin, bonsoir à vous aussi, artiste et historienne du matrimoine. Et puis on va parler aussi en votre compagnie, Nicolas Georges, du service culture de TV5 Monde. Avec vous, on va se focaliser sur quelques exemples bien concrets de femmes mises à l'honneur. Patrimoine ou matrimoine, la Belgique a tranché. Ce sera c'était ce week-end les Heritage Days, et tant pis pour la francophonie. Apolline Vrancken, pourquoi ce nom ? Alors, le choix de ce nom, il est indépendant de notre volonté en tant qu'organisatrice des Journées du matrimoine, mais on le salue parce que c'est un signal symbolique positif qui a pour objectif d'être beaucoup plus inclusif et d'englober à la fois les questions de patrimoine, mais aussi de matrimoine. Matrimoine, féminicide également. L'académicien Alain Finkielkraut dénonce dans son ouvrage L'après-littérature, l'influence du néo-féminisme dans la déconstruction de la langue française. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Eh bien que quand on parle de féminisation, on devrait parler de démasculinisation, parce que l'intervention sur la langue française est intervenue en fait au XVIIe siècle, quand on a effacé tous ces mots comme autrice, comme aussi matrimoine, parce que l'intérêt de ce mot matrimoine, c'est justement qu'il a une longue histoire et qui raconte cet effacement, et que donc voilà, il ne s'agit pas forcément de néologisme déjà, et qu'ensuite, l'intervention sur la langue, elle a eu lieu bien avant. Pourquoi ça a disparu ce terme de matrimoine ? C'est au XVIIe siècle, je crois. C'est-à-dire, ça s'est fait en plusieurs étapes. D'abord, on trouve ce mot au Moyen-Âge, quand un couple se marie, il déclare à la fois son patrimoine, les biens hérités du père, et puis son matrimoine, les biens hérités de la mère. Et puis effectivement, au XVIIe, puis au XIXe, au fur et à mesure qu'effectivement les institutions culturelles se mettent en place, qu'on construit aussi l'État-nation à partir de ces institutions culturelles, le mot matrimoine disparaît. Il ne reste plus que les prestigieuses journées européennes du patrimoine et les agences matrimoniales. Et celle du... ah bah oui, c'est bien de le signaler. Apolline Vrancken, journée du matrimoine, pour vous, c'est important d'honorer l'héritage culturel féminin. C'est important de parler de matrimoine ? Alors je dirais même plus que féminin, je dirais féministe. C'est hyper important à la fois d'honorer ce matrimoine historique mais aussi contemporain. Nous on dit toujours qu'on est en train de faire du matrimoine en ce moment même et que le travail d'artistes et de militantes actuelles fait partie de cet héritage-là. Femmes intellectuelles, poétesses, réalisatrices, résistantes, gastronomes, les journées du matrimoine apportent aussi une autre vision de la société, une autre vision de l'art, une autre vision du monde ? Oui, il ne s'agit pas de faire du patrimoine au féminin, il s'agit aussi de réinterroger justement notre façon de construire l'héritage culturel, peut-être de sortir aussi des domaines qui ont été érigés et de pouvoir montrer qu'effectivement les femmes et donc aussi les hommes, de retravailler aussi ce patrimoine, ont participé à différents endroits, que ce soit du matrimoine matériel ou du matrimoine immatériel. Alors Apolline Vrancken, on vous a demandé de choisir des exemples en Belgique, focus sur 2 lieux historiques, Nicolas. Oui, effectivement, 2 lieux emblématiques. Le premier, Apolline, c'est la maison Cauchy. La maison Cauchy, c'est l'un des chefs-d'œuvre de l'Art Nouveau à Bruxelles, construit en 1905. Apolline, pourquoi ce choix de la maison Cauchy ? Alors ce choix de la maison Cauchy, pour moi, c'était évidemment une évidence puisque c'est un lieu qui a été pensé et créé par un couple, Paul Cauchy, mais aussi Caroline Vout, prénommée après Lina Cauchy, qui était elle-même peintresse. Ils ont beaucoup créé ensemble, séparément, et cette maison, c'est vraiment l'emblème de ce travail en collaboration, puisque sur la devanture même de cette façade qui est en graphite, art, ma foi, fort développé dans la capitale belge, on peut lire leurs 2 noms et qui plus est, on peut lire la phrase « par nous, pour nous », une sorte de slogan proto-féministe pour l'époque. Et puis alors, vous avez également choisi le musée Van Buren, un musée fondation qui rassemble les œuvres d'art qu'Alice et David Van Buren ont collectionnées au cours de leur vie. Alors oui, ici aussi, de nouveau, un couple. Alors j'aurais eu d'autres exemples de personnes qui n'ont pas travaillé en binôme, mais c'est aussi important de montrer que ces collaborations, elles sont riches. Ici, Alice Van Buren, c'est une mécène qui va vraiment fortement contribuer au paysage artistique bruxellois, et elle va, avec son compagnon, construire cette maison. Elle va aussi d'ailleurs être la grande penseuse, pas l'architecte, mais en tout cas à l'initiative
des jardins et des dessins des jardins qui ont fait l'objet d'une vaste restauration. Et donc pour ces journées, on a l'honneur de recevoir Barbara van der Wee, qui est architecte restauratrice, qui nous présentera justement ce chantier, parce que l'idée c'est aussi de montrer que les femmes contribuent à la réception actuelle du patrimoine et du matrimoine. Alors ce concept de journée du matrimoine fait des émules. Nicolas, la ville suisse de Genève par exemple s'y est mise cette année, elle a lancé ses premières journées. Ouais, c'est la grande première cette année effectivement, Sylvia. Alors ce qui est étonnant, c'est que Genève est le seul canton suisse à avoir organisé un jour supplémentaire entièrement consacré effectivement au matrimoine, à l'égalité entre hommes et femmes. Était à l'honneur également lors de cette journée les femmes qui ont fait Genève. Et puis je me suis intéressé également au Québec. Oui. Eh bien là, je n'ai pas trouvé trace d'événements équivalents au Québec. J'avais une question justement pour vous, Aurore Évin. Pourquoi est-ce que dans certains pays francophones, comme la Suisse, comme le Québec, eh bien, ça ne prend pas ces journées du matrimoine ? Alors la Suisse, là, Genève a commencé. C'est vraiment partie de la France, effectivement, notamment avec le mouvement HF, mais aussi d'autres associations et de collectivités qui s'en sont emparées. Il y a eu effectivement, là en ce moment, la Belgique quand même, Bruxelles a assez vite enchaîné, mais là en ce moment il y a quand même un projet qui est le Women Legacy où d'autres pays, Genève là, mais il y a aussi l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie sont en train effectivement de réfléchir d'ailleurs à un livre blanc pour réfléchir à la façon dont le genre traverse le patrimoine et construire effectivement un héritage culturel. Vous connaissez un autre pays qui est assez à la pointe au-delà de la France sur cette question? Je sais que l'Italie a lancé les journées aussi, l'hérédita delle donne. Enfin, excusez-moi si mais l'héritage des femmes. Voilà, c'est ça, quelque chose exactement. Donc depuis 3-4 ans peut-être. Et l'Espagne aussi cette année aussi. On continue à s'intéresser à cette question de l'égalité homme-femme. Nicolas, vous êtes allé visiter un nouveau lieu à Paris. Ça s'appelle la Cité Audacieuse. La Cité Audacieuse, c'est un lieu assez magique, assez extraordinaire, effectivement, Sylvia. C'est un lieu unique dédié aux femmes et aux droits des femmes. Il est ouvert depuis l'année dernière et c'est un projet souhaité depuis 2001 par la mairie de Paris et différentes associations. L'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë, avait en effet fait part de sa volonté de créer la Cité des femmes sur le modèle de la maison Amazon ouverte il y a 20 ans à Bruxelles et sur le centre des femmes, cette fois-ci à Montréal. La Cité Audacieuse installée, vous allez le voir, dans un lieu atypique. On a été faire un tour là-bas avec Guillaume Gouet. C'est une ancienne école de garçons en plein centre de Paris, devenue le cœur battant du féminisme dans la capitale. Ouvert en 2020, la Cité Audacieuse est un lieu unique, entièrement dédié aux droits des femmes et repensé par des architectes féministes. Ça a été une occasion vraiment spéciale pour pouvoir vraiment mettre en pratique certaines idées, certaines convictions qu'on a maturées à fur et à mesure dans ces années de militance qu'on a déjà à nos épaules. On a essayé le plus possible de leur investir d'une façon le plus possible égalitaire. Une femme qui entre dans la Cité Audacieuse, elle peut se sentir à sa place. La Cité Audacieuse organise des débats, des conférences, des activités liées aux droits des femmes. Elle accueille aussi plusieurs associations féministes qui en ont fait leur espace de travail commun. Et ici sont les espaces de coworking qui étaient anciennement les classes de l'école. Donc on a transformé, mais on a gardé aussi la mémoire du lieu avec les tableaux, avec les porte-manteaux des enfants. Il y a aussi l'importance de pouvoir se réunir ensemble, de pouvoir se confronter et avoir une aide réciproque grâce à ces lieux. Ça, c'est notre dernière, Augusta Almès, qui est morte en 1903, qui est donc pas si loin de nous, et pourtant personne ne la connaît. Autre mission de la Cité Audacieuse, mettre à l'honneur les grandes figures féminines de l'histoire de France, souvent oubliées, comme ces compositrices de musique classique. Elles ont toutes eu un succès formidable du temps de leur vivant. Et on les oublie. C'est comme ça. L'histoire oublie les femmes et c'est pas normal. C'est ces figures-là que nous aimons et que nous voulons réhabiliter. La Cité Audacieuse, fourmille de projets pour les mois et les années à venir,
pour continuer à faire battre le cœur du féminisme et faire vivre la devise du lieu, liberté, égalité, sororité. Un tournage que vous avez fait, Nicolas, et vous nous disiez que c'est un endroit très bienveillant, même comme en tant qu'homme, c'est ce que vous avez ressenti. On a envie d'y aller, effectivement. C'est vraiment un endroit où on se sent bien. Aurore Évin, pourquoi est-ce qu'on a mis tant de temps à avoir ce lieu, ce type de lieu où on se sent bien, effectivement, en tant que femme et en tant qu'homme également, à Paris? Pourquoi on a mis autant de temps? Je trouve que finalement, on a été assez rapide quand même. Le projet est sur la table depuis une vingtaine d'années quand même. Oui, mais c'est effectivement, il faut aussi que les mentalités avancent. Je pense aussi que ça se construit. Moi, je sais que, nous, on a lancé les Journées du matrimoine en 2015. On s'attendait pas quand même à ce que ça fasse un tel écho et qu'en 2021, effectivement, ça devienne les Journées européenne du matrimoine quelque part. Donc je pense, c'est un lieu, effectivement, ça a mis du temps, mais le résultat est là et on s'y sent bien. Et du coup, peut-être qu'effectivement, ça demande du temps. Ça peut faire des petits après. Alors, on va s'intéresser justement au petit que ça peut faire. Selon les chiffres de l'Observatoire français de l'égalité entre femmes et hommes, 1% des opéras programmés sont l'œuvre de femmes. Elles représentent un tiers des architectes, obtiennent seulement un tiers des aides à la création artistique, ne dirigent qu'un tiers des établissements publics les plus dotés en financement, réalisent 2 films sur 10. Apolline Wranken, la culture reste un monde très genré? Alors oui, malheureusement, comme beaucoup d'autres domaines, la culture est marquée d'un point de vue du genre. Et là, qui plus est, avec les Journées du patrimoine, elle est marquée aussi dans son langage. Donc c'est aussi symptomatique de qui fait l'histoire, en tout cas qui raconte l'histoire et à qui il y a aujourd'hui encore des énormes biais de genre. Les femmes sont souvent majoritaires pourtant dans les écoles de cinéma, d'architecture, de danse ou dans les conservatoires de musique. Est-ce que la prochaine génération sera forcément mieux représentée, Apolline Wranken? Alors oui, je pense que clairement il y a des luttes qui sont menées dans les écoles, au niveau de la pédagogie, etc. Moi, je parle aussi avec ici ma casquette de chercheuse au sein de la faculté d'architecture de la Cambre Horta à Bruxelles. En tant qu'architecte, je vois vraiment quand l'espace de 2 générations d'étudiantes, il y a vraiment une nette évolution et que les questions justement de genre, d'architecture égalitaire, d'urbanisme égalitaire voient de plus en plus le jour et c'est ce que je souhaite dans tous les domaines artistiques, bien évidemment. Alors, les Journées du matrimoine ont mis en lumière plusieurs femmes cette année. Nicolas, on va s'arrêter sur quelques cas bien précis. Et cette année, Sylvia, le mot d'ordre, c'était « On n'est pas que des muses ». Voilà un beau slogan donc, pour cette année 2021. L'idée était donc de célébrer les femmes qui ont marqué notre héritage culturel commun, des autrices, des chanteuses, des activistes, toutes mises à l'honneur donc ce week-end à travers des performances, des lectures, des concerts. La figure matrimoniale 2021, c'était l'autrice et résistante Charlotte Delbo. Elle est d'ailleurs sur l'affiche cette année. Est-ce que, Aurore Évin, vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi cet emblème cette année ? Alors, c'est le mouvement HF qui l'a choisi, donc je ne peux pas répondre pour l'association. Je pense que l'idée, effectivement, c'était de pouvoir aussi mettre en avant la résistance des femmes, de montrer qu'effectivement, elles n'ont pas été au fourneau, elles se sont battues, qu'elles ont combattu, et qu'il était important de rendre hommage à cette figure qui fait aussi d'ailleurs une autrice. Donc je pense que le mot d'ordre, c'était les combattantes, étaient là, ont toujours été là et elles seront toujours là. Une autre femme. Et parmi les combattantes qu'il y avait également cette année, une chanteuse, un grand nom du féminisme à l'honneur également cette année, la chanteuse française Anne Sylvestre qui nous a quittés l'année dernière, 60 ans de carrière, plus de 500 chansons. Elle qui a chanté l'émancipation de la femme. Écoutez ce qu'elle nous disait en 2019 sur notre plateau. On n'a pas besoin de me qualifier, je suis féministe, je pense que je l'ai été déjà en naissant, peut-être. Et puis même lorsque j'ai, parmi mes premières chansons, quelquefois, maintenant on s'aperçoit, on dit « Ah oui, tiens, c'est vrai, elle disait... » Bah oui, c'est ça, elle disait. Quelquefois aussi, j'ai des indignations qui font des chansons. Mais ce sont des chansons et elles correspondent à mon engagement, à mes engagements et à ce que je pense. Et on lui a notamment de superbes chansons engagées. C'était une pionnière, effectivement, Anne Sylvestre. Oui, c'était une pionnière.
voilà, donc on redécouvre enfin aujourd'hui pour ses chansons effectivement engagées et féministes. Beaucoup des femmes du matrimoine ont été des pionnières. C'est toujours ça qui est étonnant. On croit toujours qu'elles ont été absentes et on se rend compte qu'en fait elles étaient là. C'est le cas aussi pour Alice Guy Blaché pour le cinéma. C'est le cas pour Marie de France pour les fables bien avant La Fontaine. Voilà, les pionniers ont souvent été des pionnières. Il y a un autre événement culturel en parallèle ce week-end. C'est à Paris, je veux dire. C'est l'événement Christo tout seul. Mais c'est marrant, on parle effectivement que de l'emballage de l'Arc de Triomphe par Christo. Pourtant, il n'était pas tout seul, Christo. Il avait à ses côtés, durant toute sa carrière, Jeanne-Claude. C'était un couple d'artistes. C'est vrai que ça pourrait paraître étonnant. Il y a un petit début, effectivement, de polémique en France par rapport à cette œuvre. On dit c'est l'emballage de Christo. On devrait dire c'est l'emballage de Christo et Jeanne-Claude ou l'emballage de Jeanne-Claude et Christo. Apolline Vrancken, ça vous étonne qu'effectivement, on n'associe pas les deux noms à cette performance artistique et qu'on garde que le nom de Christo, de l'artiste masculin? Alors, malheureusement, non, ça ne m'étonne pas. Mais ce qui, par contre, m'enthousiasme, c'est de voir que sur les réseaux sociaux, justement, à l'initiative, entre autres, de l'historienne de l'art Margot Brugvin, qui a lancé un hashtag pour répondre à Christo Paris en disant Christo Jeanne-Claude Paris, il y a une vraie mobilisation sur Internet de la jeune et la moins jeune génération. Et ça, pour le coup, c'est plutôt surprenant. Oh, Eva, je vous pose la même question. On aurait bien aimé avoir les deux noms associés. Oui, tout à fait. Mais alors ça, c'est effectivement... Enfin, là, on voit, par exemple, il y a derrière un grand créateur, il y a souvent une grande créatrice à côté de lui. On le voit notamment, par exemple, Jean-Sébastien Bach. On sait qu'Anna Magdalena Bach a sans doute composé aussi certains des morceaux qui sont mis sous le nom de Jean-Sébastien Bach. Donc là aussi, il y a tout un travail sur le couple dans l'histoire qui serait passionnant et qui est un chantier aussi... Il y a de nombreux couples d'ailleurs dans le monde de la culture, on l'ignore. Tout à fait. Dans l'écriture, chez les auteurs de théâtre, souvent, on découvre que derrière, il y a aussi une autrice. Et pour la musique, la même chose. Donc, Alors pour conclure, les Journées du matrimoine sont un gros coup de projecteur annuel. Que se passe-t-il le reste de l'année en Belgique, Apolline Vrancken ? Alors en Belgique, cette année, une exclusivité, on lance une saison matrimoine 2021-2022 avec entre 2 à 3 événements tous les mois sur les thématiques de matrimoine, puisque le matrimoine, c'est toute l'année. Et on organise des visites guidées féministes, des visites d'ateliers d'artistes, des ateliers d'artisanat. Donc on vous invite à découvrir la programmation complète dès le mois d'octobre sur notre site internet journéesdumatrimoine.be. Même question pour la France ? Oui, effectivement. Il ne faut pas non plus que les Journées du patrimoine deviennent un peu le marronnier, comme le 8 mars, finalement. Et les femmes existent 365 jours par année. Exactement. Et que le but, quand on a lancé les Journées du patrimoine, c'était aussi faire une façon symbolique de faire émerger ce matrimoine, mais pas en le réduisant à ce week-end dans l'année, effectivement. Merci beaucoup, Nicolas, Merci, Sylvia. Tous ces éclairages, tous ces exemples qu'on a plaisir à découvrir. Apolline Vrancken, Aurore Evin, merci à vous deux également d'avoir été dans 64 minutes. Merci.